Merci François. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez? Oui, Oui, on vous entend très bien, Violaine. super. Donc, je suis Violaine Lepouzet. Je travaille à Carbone 4, un cabinet de conseil spécialisé sur les enjeux climatiques et l'accompagnement des acteurs économiques dans la prise en compte des sujets climatiques dans leurs activités, dans leur quotidien et dans leur stratégie. Alors, je vais vous partager euh, le support que je vais utiliser. Je passe en diaporama. C'est bon pour vous? C'est parfait. Ok, super. Euh, alors, je voulais revenir à un petit mot d'introduction sur pourquoi ce sujet de l'adaptation est stratégique, mais François l'a déjà fait, mais je vais juste peut-être ajouter quelques compléments, on va dire, ou une autre manière de le dire. Euh, Faire un petit rappel sur les idées reçues qu'on peut avoir quand on parle d'adaptation, quand on s'intéresse à ce sujet-là. Et comment les dépasser. Et puis, surtout, hein, le cœur de la présentation, c'est un focus sur Okara et notamment la relation avec le dispositif Okara pour PME que François mentionnait. Alors, juste très rapidement, hein, qui on est, nous, Carbon 4, donc spécialisé sur les enjeux climatiques depuis 18 ans, et ça fait 10 ans en fait qu'on travaille sur l'adaptation auprès des entreprises, principalement. Donc, on a plus de 200 missions à notre actif sur l'adaptation, sur à peu près tous les secteurs d'activité, à peu près enfin oui, tous les continents, j'allais dire tous les pays, mais non, tous les continents. Et pour ce faire, en fait, comme souvent quand on veut traiter une problématique et agir, on va commencer par faire un diagnostic pour comprendre où sont les problèmes, pour ensuite identifier les meilleures solutions à mettre en place. Et là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est trouver les mesures d'adaptation à planifier et à mettre en œuvre pour se préparer aux risques physiques qui vont continuer à arriver dans les différents territoires. Et donc, parmi les méthodes qu'on a développées sur ce sujet des risques physiques, il y a la méthode OCARA qu'on a développée en 2021, qui est vraiment ciblée sur l'analyse de la résilience pour une organisation avec une vision assez complète des risques, assez exhaustive des risques, hein, ce qui permet d'être en conformité avec les standards actuels ISO, CSRD, TCFD, et aussi également le PNAC. Alors, pourquoi ce sujet est stratégique? Alors, François l'a très bien dit, il y a de plus en plus de signaux, alors là on ne parle plus de signaux faibles, de signaux forts sur le fait que le climat se dérègle. Si on regarde juste le nombre de jours qui ont dépassé 1,5 degré sur les dernières années, on voit évidemment que ça augmente. Donc je vais passer très rapidement sur ces slides. Euh, un point également très important, c'est la notion de chaîne de valeur ou de chaîne logistique. Donc là, si on parle pour une entreprise, c'est une chaîne de valeur. Ces aléas climatiques qui se dérèglent vont avoir un impact direct sur les entreprises, sur leurs opérations, donc sur les sites, les bâtiments, les équipements, les stockages, mais aussi les utilities utilisés par le site, donc l'eau, l'électricité, les réseaux télécoms. On va avoir potentiellement une hausse du coût de ces ressources et parfois même une pénurie ou une rupture d'approvisionnement de certaines de ces ressources. On peut avoir une dégradation des conditions de travail. Donc tout ça, c'est sur le site. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir des impacts en CAPEX, mais aussi en OPEX et aussi en chiffre d'affaires, puisqu'on va avoir une incapacité de produire sur certains sites, une dégradation, un ralentissement de l'activité. Et puis, on va retrouver des impacts en amont, puisqu'on peut avoir des fournisseurs qui vont eux-mêmes être mis à mal. Ça va engendrer des pénuries de matériaux, d'intrants, hausse des coûts d'approvisionnement, et puis on peut aussi avoir des problèmes logistiques, évidemment, donc avec un problème d'acheminement des matières, des ressources sur les sites de production. Et puis en aval, on va retrouver évidemment la même chose, hein, problème logistique, problème euh, au niveau de l'acheminement des produits, et puis aussi des marchés qui peuvent être modifiés en fonction des aléas climatiques. Donc quand on parle de risque physique, d'impact climatique, il faut vraiment avoir en tête cette notion de chaîne de valeur, parce que si on regarde uniquement les opérations, on peut un petit peu rater une partie du problème.
Et je parle de risque physique parce que c'est une terminologie qui est très fortement poussée par les cadres réglementaires internationaux, notamment la TCFD. On parle de risque physique et de risque de transition quand on parle de risque climatique. Et donc, quand on parle de risque physique, on fait vraiment référence au dérèglement climatique, aux inondations, aux canicules, donc vraiment le sujet dont on parle à l'adaptation. Mais en fait, ces risques-là, ces impacts-là, ils vont se répercuter de manière très variée sur l'entreprise. On va avoir des risques donc, opérationnels, donc sur la continuité d'activité, ce que je viens de mentionner. Par exemple, si on va avoir un problème d'approvisionnement en électricité, le site va peut-être arrêter de fonctionner, et donc on a directement un risque opérationnel, un risque de continuité d'activité, que ce soit donc sur notre site ou sur le site de fournisseurs. On peut également avoir une traduction financière de ces impacts, puisque si vous avez un site qui est endommagé, par exemple, suite à des inondations, on va avoir un coût certain pour remettre en état de marche le site, par exemple. On peut avoir un risque de réputation, c'est-à-dire qu'il y a un risque d'image. Là, on prend souvent l'exemple de ce fournisseur d'électricité en Californie qui avait été mis en cause dans la survenue des giga-incendies en Californie. Et évidemment, son image avait pris un coup suite à cet épisode. Et un risque de santé-sécurité. Là, on pense évidemment aux accidents de travail qui peuvent être mortels en lien avec l'exposition à la chaleur qu'on peut avoir directement sur les sites. Et donc, vous voyez que, en fait, quand on parle de ces impacts climatiques, donc on a des risques de nature très variés et qui vont donc appeler une coordination de différents métiers sur l'entreprise. Et on pourrait aussi citer effectivement ces deux risques-là, risque de pérennité du modèle économique et risque sur la marque employeur, un peu moins évident ou qui ne touche pas forcément tous les secteurs. Autre élément de contexte, c'est évidemment les cadres réglementaires ou cadres de reporting volontaires qui tiennent de plus en plus compte du sujet de l'adaptation. On peut citer la taxonomie, la CSRD évidemment, TCFD, CDP. Donc tous ces cadres demandent aux entreprises d'informer sur leurs risques et sur surtout les mesures d'adaptation qu'elles comptent mettre en œuvre. Et donc pour répondre à ces cadres réglementaires, on va devoir faire travailler ensemble plusieurs métiers dans l'entreprise, puisque vous voyez qu'on va avoir des risques financiers, des risques opérationnels, des risques SSE. Donc en fait, toutes ces personnes-là vont devoir finalement travailler ensemble pour avoir une vision complète des risques pour l'entreprise. Donc ça, c'est les éléments de contexte. Quelles idées reçues doivent être dépassées pour se lancer sur l'adaptation? Donc là, je voulais faire un petit peu de pub, mais une publicité tout à fait intéressante pour tout le monde. C'est une publication qu'on a faite il y a 1 ou 2 ans sur les idées reçues, les perceptions qu'on peut avoir quand on parle d'adaptation. Donc on en avait listé 9 et on les détaille donc, dans cette publication qui est accessible sur notre site et on livre évidemment des réponses. Donc parmi les idées reçues qu'on peut avoir, et c'est tout à fait normal, on peut se dire que l'horizon de matérialité des impacts est trop lointain. 2020, 2030, 2050, c'est vraiment trop lointain, je m'en occuperai plus tard. Donc évidemment, on propose des réponses dans la publication. Je vais peut-être les lister, je pense que c'est intéressant à les avoir en tête. Donc, l'horizon de matérialité est trop lointain, nous n'encourons aucun risque réel, nous sommes assurés, nous avons déjà des modèles de risque basés sur les tendances historiques, les leviers d'action ne sont pas à notre portée, c'est au pouvoir public de faire le travail. 5e idée reçue, nous parviendrons toujours à nous adapter. Le climat a déjà changé par le passé, on y est arrivé. La priorité du moment, c'est l'atténuation. Je suis bien informée car j'ai déjà étudié les risques sur mes actifs, sur mes bâtiments. J'ai vu l'écart du GIEC, cela me suffit à comprendre où sont les risques. Et enfin, la dernière, il n'existe pas de méthode standardisée, pas de métrique unique, ce qui rend l'analyse impossible. Voilà, c'est des idées reçues qu'on peut avoir et c'est tout à fait naturel quand on se lance sur le sujet. Et donc, on vous propose des éléments de réponse dans la publication. Ça peut être intéressant aussi donc, pour vous, potentiellement participant à ce webinaire, mais aussi potentiellement, ça peut vous aider à convaincre en interne d'autres personnes qui ont besoin d'être convaincues.
Alors, je vais en prendre deux quand même parce que je les trouve assez intéressantes. Être assuré, souvent c'est ce qu'on peut nous dire, mais moi finalement j'ai une assurance, quelqu'un s'occupe de ce sujet, on a une direction des risques qui s'occupe de nos contrats d'assurance, donc c'est tout bon pour nous. Bah, ça vaut le coup quand même de se poser la question. Parce que déjà, il y a beaucoup de contrats d'assurance, la plupart qui ne vont pas couvrir les aléas dits graduels. Par exemple, le stress thermique ou les vagues de chaleur, en général, ne sont pas couverts dans les contrats d'assurance classiques. Donc, il peut y avoir des aléas non couverts. Ensuite, on va avoir des zones dans lesquelles on va avoir une augmentation très fréquente des aléas. Donc, je vais prendre l'exemple assez classique des Antilles, par exemple, où on va avoir une augmentation importante des tempêtes. Et donc, finalement, on va avoir des assureurs qui vont arrêter d'assurer certains secteurs dans certaines zones, puisqu'il n'y a plus vraiment la notion d'aléa. Donc là aussi, forcément, ça prend son sens de se poser des questions sur les risques. Donc, on va avoir des assureurs qui vont potentiellement, enfin, on voit déjà, hein, augmenter les prix ou réduire la couverture assurantielle dans certaines zones. Et enfin, dernier point à avoir en tête, l'assurance qu'associée, c'est une couverture financière, mais ça ne va pas résoudre le problème de discontinuité d'activité ou le problème de santé, sécurité sur le site. Donc, c'est effectivement ça fait partie des solutions à avoir en tête, l'assurance, mais ça ne va pas résoudre le risque en tant que tel. Et deuxième idée reçue qu'on peut avoir, c'est évidemment, ça va faire le lien avec notre méthode Okara, c'est que on peut se dire qu'en fait, si le bâtiment il est résilient aux aléas climatiques, ça suffit. Bah non, évidemment, ça ne suffit pas. Si vous avez un bâtiment résilient, mais que vous n'avez aucun employé qui peut venir sur le site, ou que les conditions de travail en extérieur ne sont pas enfin, sont pas compatibles avec la venue des travailleurs, mais en fait, ça ne va pas fonctionner. Donc les bâtiments, c'est une partie des éléments à regarder, mais en fait, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'autres éléments à regarder. Donc la voie d'accès au site, les équipements, les conditions de travail, les transports de mes employés, la fourniture en électricité, la fourniture en eau, l'évacuation des déchets, etc., etc. Donc les bâtiments, ça fait partie des choses à regarder, c'est primordial dans beaucoup de cas de figure, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, c'est effectivement avec ce contexte-là qu'on travaille depuis 10 ans auprès des entreprises et qu'on a lancé la démarche Okara. Donc, premier élément, je pense que vous l'avez vu dans d'autres webinaires précédents, donc pour travailler sur l'adaptation, on commence toujours par un diagnostic. Et en général, on a envie de regarder comment les aléas climatiques vont évoluer sur nos zones d'intérêt, que ce soit nos sites de production, par exemple, enfin nos sites en propre, ou alors les sites des fournisseurs, ou alors nos marchés. Donc en général, on va obtenir une première carte des risques bruts, une carte d'exposition financière. C'est la première marche, on va dire, la plus facilement accessible quand on commence un diagnostic, donc croiser des données climatiques avec des localisations et des données financières ou d'exploitation. C'est très important d'avoir cette première brique, mais ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas? Je reviens souvent à ce schéma-là méthodologique qui me paraît assez clé pour comprendre Okara et pour comprendre en fait les diagnostics de risque. Quand on parle de risque, on parle en fait d'un impact qui va être probabilisé. Et comment on va le probabiliser? On va le probabiliser avec les données justement d'évolution du climat, donc les aléas climatiques. Donc je vais regarder comment les aléas climatiques évoluent. C'est la carte par exemple qu'on vient de voir juste avant. Et donc, je vais croiser des données climatiques avec des localisations. Je vais aussi peut-être rajouter d'autres informations sur le contexte environnant. Est-ce que je suis en zone inondable? Est-ce que je suis dans une zone où il y a un îlot de chaleur urbain? Donc, je vais essayer vraiment d'apprécier l'évolution de l'intensité, de la fréquence des aléas climatiques. Donc, inondations, canicules, etc. Et puis, je vais regarder quels sont les impacts. Parce que c'est bien de savoir que les canicules vont augmenter, mais j'ai besoin de savoir comment, moi, mon entreprise, ça peut m'affecter. Donc c'est là où on a cette notion d'impact. Et donc comment on arrive à cette notion d'impact? On va combiner un niveau d'enjeu. Donc finalement, qu'est-ce qui est important pour le site? Est-ce que les conditions de travail en extérieur, c'est important à maintenir pour le site? Oui, non, bah non, j'ai personne qui travaille en extérieur, donc en fait, c'est pas très important. Par contre, j'ai des gens qui travaillent en intérieur, donc ça, c'est important.
où je vais avoir des équipements de production qui sont stockés en extérieur, donc c'est important. Ensuite, je vais regarder comment ces éléments-là vont être sensibles aux vagues de chaleur. Bon, bah, mes conditions de travail en intérieur, par exemple, bah oui, ça va être sensible aux vagues de chaleur. Oui, parce que l'humain est très sensible intrinsèquement aux conditions thermiques et notamment aux températures extrêmes. Et puis, je vais regarder les capacités d'adaptation, donc les mesures d'adaptation déjà en place sur le site. Ça, c'est quand même important à prendre en compte. Bah, si j'ai des équipements de climatisation, par exemple, ou de ventilation, ou si j'ai un bâtiment qui est thermiquement très résilient aux vagues de chaleur, bon, bah, finalement, je suis déjà un petit peu protégée quand même. Mes employés sont quand même déjà protégés face aux vagues de chaleur. Et donc, c'est l'ensemble de ces éléments qui va finalement me permettre de décrire l'impact potentiel sur mon activité en termes de perte de production, ralentissement de l'activité ou problème de santé, sécurité, etc. Donc, on a notre impact, on a notre aléa climatique qui est précisé sur la zone, et donc je vais combiner ces deux informations pour avoir du risque. Et donc, ce qu'on voit avec la carte que je montrais tout à l'heure, où on va avoir l'évolution des aléas climatiques, en fait, j'ai une partie de l'équation, elle est importante, cette partie de l'équation, et c'est presque la plus facile à accéder, entre guillemets, parce que c'est de la donnée. Mais par contre, l'impact, il est primordial pour vraiment comprendre si la vague de chaleur, elle va avoir un impact fort sur mon activité, elle va entraîner des risques. Et pour faire ça, nous, on s'apercevait qu'il manquait une méthode qui permettait d'objectiver ces impacts-là et vraiment une méthode, oui, vraiment pour inventorier les problèmes et les objectiver pour ensuite construire un plan d'adaptation. Et c'est pour ça qu'on a effectivement proposé de développer cette méthode OCARA et que l'ADEME a accepté de supporter. On avait également donc HDI, un assureur, Bureau Veritas et la CCI Grand Est, qui fait lien avec les autres outils Climadiag, qui étaient là aussi pour nous aider à faire le lien avec les outils existants et comment nous faciliter l'accès à des entreprises qui étaient intéressées pour tester la méthode. Donc cette méthode OCARA, elle est publique, comme le disait François. Il y a un guide, un Excel, on va y revenir. L'idée, c'est vraiment d'avoir une méthode qui permet d'aboutir au plan de résilience et d'adaptation et d'expliquer comment on s'y prend pour faire ce diagnostic. On a voulu faire une méthode qui était vraiment tournée vers l'action, donc vraiment tournée vers ce plan d'adaptation et qui était accessible à des non-experts. On voulait justement essayer de construire une méthode qui pouvait être, dont tout le monde pouvait se saisir sans avoir un niveau d'expertise élevé en adaptation. Alors, je vais vous décrire un peu les principaux éléments de cette méthode. Donc, cette méthode, elle est intéressante parce qu'elle permet de couvrir le sujet et de répondre de traiter le sujet à deux niveaux, puisqu'on va avoir des scores de risque, ce qui va nous permettre quand même de faire un reporting consolidé des risques à l'échelle d'un site ou à l'échelle de plusieurs sites. C'est quand même un besoin important aujourd'hui sur ces sujets. Mais en même temps, ça permet de traiter le sujet de manière opérationnelle parce qu'on va vraiment décrire finement les risques et donc on va pouvoir parler au métier sur les sites et construire un plan d'adaptation très, très concret. Donc ça permet vraiment de traiter le sujet sur ces deux niveaux et ça, c'est quand même une des forces d'OCARA. Et enfin, vous le voyez, on a cherché à être assez exhaustif. Donc, on va pouvoir couvrir de nombreux aléas climatiques. On va pouvoir couvrir tous les aspects de la chaîne de valeur avec des périmètres d'analyse, vous allez voir. On va traiter le sujet de manière complète puisqu'on va traiter, ce que je vous disais, des aléas climatiques, de l'exposition, de la sensibilité, des capacités d'adaptation, donc vraiment les différentes métriques qui sont nécessaires pour parler du risque. Et puis, on va pouvoir également traiter le sujet avec différentes actions d'adaptation. Alors, dans OCARA, on va proposer de couvrir de nombreux aléas climatiques. En tout cas, cette méthode peut s'appliquer sur de nombreux aléas climatiques. Et donc ça fait le lien avec les demandes de reporting de la CSRD ou de la taxonomie, où on a en gros une trentaine d'aléas climatiques à étudier qui sont classés dans différentes catégories. Ici, on les a un petit peu remaniés à notre sauce, mais tout ça est tout à fait compatible. On va avoir des aléas climatiques liés à la température,
Et dedans, on va retrouver des aléas dits graduels, donc une augmentation progressive, par exemple de la température de l'air ou une température de l'eau. Et puis des aléas dits extrêmes, comme les pics de chaleur, les vagues de chaleur. Ensuite, on va avoir des aléas liés à la précipitation. C'est le deuxième gros paquet qu'on voit ici, avec une modification des régimes de précipitation, modification des régimes des cours d'eau avec les débits d'étiage ou les débits de crues qui peuvent être affectés. On va avoir des modifications sur les fortes pluies aussi et tous les types d'inondations qui peuvent être assez corrélés à l'évolution des précipitations. On va parler d'incendie, on va parler de retrait-gonflement des argiles, de glissement de terrain. On peut parler de vent aussi, de tous les aléas liés au littoral, et puis d'autres aléas plus exotiques, où on va parler d'humidité et d'ensoleillement. Donc en général, tout le monde n'est pas concerné par ces aléas-là. Par contre, température, précipitation et littoral peuvent finalement concerner pas mal d'acteurs. Et donc, je vous le disais, on a les aléas climatiques, on a un gros paquet d'aléas climatiques à étudier, une grosse palette d'aléas climatiques, et puis on va regarder dans l'entreprise tout ce qui peut être affecté. Et donc, dans OCARA, on propose une nomenclature des processus qui peuvent être affectés dans l'entreprise. On les a classés en 3 scopes. Là, vous avez une vision synthétique, schématique de ces processus-là. Donc, le scope A, ça va être tout ce qui est sur le site. Donc, on va retrouver les bâtiments, les équipements, les conditions de travail et de production, les voies d'accès, les conditions de stockage. Donc, c'est ce qui est à la main du site en général, hein, en termes de levier d'action. Et dans le scope B, on va avoir toutes les dépendances directes. Donc, tout ce dont l'entreprise peut avoir besoin pour faire tourner son site. On va retrouver, donc en haut, vous voyez les utilities, énergie, chaud, froid, l'électricité, télécom, l'eau, différents types d'eau. On va regarder également l'évacuation des déchets, qui peut être critique sur certains sites. On va regarder le transport des produits amont, aval, le transport des personnes, que ce soit les employés ou les prestataires. Et puis, on va regarder aussi les clients et les fournisseurs de revente, parce qu'en général, ça aussi, on en a besoin directement. Donc ça, c'est le scope B. Et le scope C, c'est le reste de la chaîne de valeur. Donc, en général, quand on commence un diagnostic, on va commencer par le scope A et le scope B, en intégrant ou pas les fournisseurs et clients de rang 1. Ça dépend un petit peu de la manière dont on aborde le sujet. Alors, OCARA, on l'a construit pour être une méthode utilisée par tout type d'entreprise, quel que soit son secteur, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa géographie. Donc, cette nomenclature, elle est universelle. Et la première étape, évidemment, c'est de faire du tri pour comprendre qu'est-ce qui est vraiment intéressant pour l'entreprise qui souhaite se lancer dans l'approche. Par exemple, dans certains cas, les conditions de stockage sont finalement pas critiques, ou alors dans certains cas, les conditions de travail en extérieur ne sont pas critiques, et donc finalement, on va pas les étudier. Donc c'est ça la première étape, c'est de faire du tri, évidemment, dans ce qui est intéressant pour l'entreprise. Et donc là, c'est une vision très synthétique, ce que je viens de vous montrer. En réalité, on a plus de 120 processus, donc la granularité des processus est plus fine. Par exemple, si je reprends l'exemple du maintien des conditions de stockage des matières premières, produits et déchets, on va distinguer les différents types de produits et déchets qui sont stockés. Puisqu'après, on va retrouver des vulnérabilités très différentes en fonction des produits stockés. Et donc, je vous disais ce qu'apporte OCARA aussi, donc liste d'aléas, nomenclature, et puis c'est des métriques et un processus calculatoire pour parvenir au diagnostic de risque. Et donc là, je reprends finalement les concepts que vous avez vus juste avant. On va avoir le niveau d'enjeu de chaque processus. Finalement, on va chercher à comprendre quels sont les processus qui sont critiques pour le site. Donc sur les 120 processus, on fait du tri. Donc là aussi, il y a des métriques avec 5 niveaux à chaque fois pour retenir les processus les plus importants pour les sites. Donc comme pour un plan de continuité d'activité, on cherche à se concentrer sur ce qui est important. Et ensuite, on va regarder comment ces processus critiques peuvent être affectés par des aléas climatiques. Donc, quelle est leur sensibilité? Donc là, on va la noter de 1 à 5 également. Quelles sont les mesures d'adaptation déjà en place? Et est-ce qu'elles sont efficaces pour traiter les sensibilités? On les note de 1 à 5. Ça permet d'avoir un score d'impact potentiel. Ensuite, on va croiser ça avec l'évolution des aléas climatiques, score de 1 à 5 également, donc pour chaque aléa, hein, et on obtient des matrices de risque. Donc pour chaque couple processus aléa, en fait, on va avoir
des scores de risque qui vont être calculés sur la base des éléments fournis au fil de chaque étape. Et sur cette base-là, on va avoir des risques qui vont apparaître comme étant plus critiques et sur lesquels on va chercher à travailler pendant la phase d'élaboration du plan d'adaptation. Donc dans OKA, il y a la définition de ces différentes métriques-là, des échelles de score avec des définitions évidemment, et puis des calculs, enfin des équations, entre guillemets, des correspondances qui permettent de parvenir au calcul de risque à la fin. Donc, en termes de résultats, qu'est-ce qu'on va avoir à la fin? On peut avoir donc évidemment des informations sur l'évolution des aléas climatiques qui peuvent être plus fins à l'échelle du site. Là, on sort par exemple l'évolution des très faibles débits sur une station qui peut être proche d'un site industriel. On va regarder comment il évolue d'un point de vue, vous voyez, pas de temps mensuel, pour comprendre ce qui se passe potentiellement sur des saisons critiques pour la production du site. On va avoir des scores de risque, donc pour chacun des processus que vous voyez en ligne, intégrité de la toiture, intégrité de l'enveloppe, etc. En colonne, vous avez des aléas climatiques et vous allez avoir des scores de risque, donc sur une échelle de 1 à 5, qui va vous permettre de faire ressortir les impacts les plus importants pour le site, avec tout un détail, puisqu'on a un score, mais on a surtout, presque le plus important, on va avoir un détail sur les impacts, les aléas climatiques. Donc il y a vraiment beaucoup de matière en fait derrière le score. Le score, c'est la vision synthétique, mais en fait, on a bien une information assez concrète qui décrit l'impact derrière le score, ce qui va permettre de travailler sur les actions d'adaptation. Et donc effectivement, après, on va avoir pour chaque thématique, par exemple ici, une manière de restituer, c'était sur les infrastructures et les équipements. On va regarder les mesures d'adaptation existantes, les risques évidemment qui demeurent, et les idées d'adaptation futures à mettre en œuvre et à prioriser et séquencer dans le temps. Donc voilà, ces actions, elles peuvent être de nature très variée, financière, technique, organisationnelle, avec des horizons de matérialité et de mise en place qui sont à préciser avec le site pour comprendre si l'action doit être mise en œuvre dès aujourd'hui, dès cette année ou bien dans 5 ans vis-à-vis de la faisabilité de l'action et puis du risque qu'elle vise à réduire. Et évidemment, hein, ça c'est important, c'est essayer de comprendre la faisabilité de l'action et le coût de l'action pour ensuite arriver à un chiffrage du plan d'action dans son ensemble. Voilà pour la vision panoramique, on va dire, de la méthode Okara. Donc, qu'est-ce qui existe sur Okara? Donc, la boîte à outils Okara qui est disponible en libre téléchargement. On a un guide méthodologique qui décrit toute l'approche, donc depuis le diagnostic jusqu'au plan d'adaptation. Et on a un outil Excel d'application qui permet de faire l'analyse de risque, le diagnostic, avec le manuel d'utilisation associé, évidemment. Et donc, qu'est-ce qui vient de sortir récemment? François le mentionnait. C'est une variante, on va dire, ou une déclinaison de la méthode Okara pour les PME françaises. Pourquoi je précise française? Parce que l'outil a été actualisé et adapté pour des petits sites ou des sites un petit peu plus petits, on va dire de PME, en France métropolitaine. Donc, on a à nouveau un guide qui est disponible en libre téléchargement sur le site de l'ADEME et sur le site de Carbone 4. Et puis un outil Excel qui est également une déclinaison de la méthode sur un Excel. Quelle est la différence? C'est que dans l'outil Excel, on a intégré toute la partie climatique, dans le sens où on a les scores, enfin l'échelle de score qui est fournie et applicable pour les données de France métropolitaine. Donc cet outil, il est applicable pour la France métropolitaine. Et on a simplifié un peu la nomenclature des processus pour avoir un nombre de processus un peu moins important et donc pour pouvoir appliquer la méthode Okara plus rapidement pour les PME. Donc si je reprends dans l'ordre, la méthode Okara pour PME, c'est la même méthode que Okara, sauf qu'on a simplifié le nombre de processus et qu'on a
chercher à traduire les données climatiques pour la France métropolitaine. Et donc, cette méthode, donc, elle est à nouveau hein, disponible gratuitement en ligne sur Internet, sur les deux sites, donc ADEME et Carbone 4. Ce qu'on a aussi, c'est évidemment tout un programme de formation autour de Cara, donc à Carbone 4 sur la méthode OCARA classique et OCARA pour PME. Cette formation, c'est un préalable essentiel pour quelqu'un qui va se saisir de la méthode et l'appliquer sur son site. Enfin, nous, ça nous semble quand même vraiment important. Petite publicité, Carbone 4, on est en train de digitaliser Ocara parce qu'on perçoit que pour les entreprises qui ont un parc industriel composé de plusieurs sites, Excel peut avoir ses limites, clairement. Et donc aujourd'hui, on est en train de digitaliser la méthode Ocara pour proposer très prochainement, dans les prochaines semaines, un logiciel qui permettra d'utiliser Ocara sur le logiciel au niveau des sites et d'avoir une vision consolidée au niveau du parc industriel. Oups, petite animation ratée. Dernier élément, ou avant-dernier élément important à avoir en tête, quand on se lance dans une démarche d'adaptation, mais François l'a très bien dit, évidemment, on ne le fait pas en quelques mois et puis c'est fini. En fait, c'est comme pour un bilan carbone. On va se lancer une première fois, il va y avoir un petit temps d'investissement, parce qu'en général, il va falloir collecter des informations qu'on n'a pas l'habitude de collecter et de mettre ensemble. On va devoir faire parler des métiers autour de cette thématique-là. Donc, je disais, on va parler avec les responsables HSE, les responsables achats, responsables maintenance, responsables des risques, responsables du site en question. Pour parvenir à son diagnostic, on va construire son plan d'adaptation, son premier plan d'adaptation, et puis après, on va suivre la mise en œuvre du plan d'adaptation assez classiquement. Et ensuite, on va, deuxième année, peut-être vouloir remettre à jour son diagnostic parce qu'on aura réussi à collecter davantage d'informations sur un risque qui est très prégnant sur le site. On va vouloir mettre à jour son plan d'adaptation parce que petit à petit, on met en œuvre des actions quand même. Donc tout ça, finalement, ça va vivre. La première année, il y a un petit temps d'investissement et puis après, on va pouvoir mettre à jour et faire vivre le sujet de manière beaucoup plus facile, beaucoup plus facile. Donc ça, c'est important à avoir en tête. C'est une démarche qui petit à petit va être intégrée, doit être intégrée en fait dans la vie d'entreprise. Dernière planche sur cette méthode Okara. Quels sont les grands facteurs clés de succès d'une démarche Okara? Que ce soit une démarche Okara ou Okara pour PME, hein, ça reste quand même le même principe. Il y a un sujet de gouvernance et de sanctuarisation, j'ai envie de dire, du temps dédié au sujet. Vous pouvez me dire c'est assez classique, mais oui, c'est classique. Et en fait, on le sait bien, si personne n'a de temps pour travailler sur l'adaptation, ça ne va pas fonctionner. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut un responsable de la démarche identifié sur le site qui aura comme responsabilité de mobiliser les acteurs clés sur le site. Et donc, il faut que cette personne elle ait du temps dédié. Donc, c'est 1 à 2 jours par mois, par exemple, pour pouvoir vraiment se lancer, déjà se former à la démarche, à l'adaptation, et puis pour ensuite faire vivre le sujet. Il faut également que certaines personnes sur le site, certains acteurs assez clés, soient disponibles et motivés pour participer à la démarche, parce que c'est une démarche donc un peu collaborative quand même. Hein. Donc il faut que certains acteurs soient disponibles. Et idéalement, il faut évidemment que le comité de direction ou le responsable du site soit sensibilisé à cette démarche pour qu'ensuite le plan d'adaptation soit réellement mis en œuvre et mis en route sur le site. Ça, c'est au sujet de la gouvernance, on va dire. Ensuite, évidemment, ça c'est un point important, on va s'appuyer sur l'existant. On ne part pas d'une page blanche en général. Donc, il faut mobiliser les documents internes existants dans lesquels on peut trouver des informations intéressantes. Je pense au PCA, je pense aux documents uniques, au rapport d'analyse de risque, au rapport d'assurance, évidemment. Donc, en fait, on va trouver des informations déjà disponibles sur ces sujets. Il va falloir les rassembler, les analyser un petit peu
Et puis à la fin de votre démarche d'adaptation, en fait, vous allez potentiellement apporter une information intéressante pour enrichir ces mêmes PCA et ces rapports d'analyse de risque. Donc en fait, c'est vraiment un échange dans les deux sens. Vous allez regarder ce qu'il y a, par exemple, dans les PCA pour construire votre plan d'adaptation. Et votre plan d'adaptation va aussi permettre de mettre à jour vos PCA et de les enrichir, on va dire. Et puis, donc, il faut mobiliser, je disais, différents métiers pour intégrer leurs spécificités et les retours d'expérience qu'ils peuvent avoir sur le sujet. Et puis, alors, la dernière brique, là, c'est vraiment plus technique. Voilà, il faut effectivement utiliser les scénarios de réchauffement, notamment le 8.5 et ou la track, hein, en fonction de, on va dire, le contexte dans lequel on mène l'exercice. Euh, il faut évaluer les capacités d'adaptation selon différents critères. Il y a l'efficacité, il y a le coût, il y a la faisabilité, ce qui est assez classique, mais on va aussi regarder d'autres éléments comme la flexibilité, la robustesse, les co-bénéfices de l'action vis-à-vis de l'atténuation ou de la biodiversité, par exemple, pour vraiment pas faire des choses qui sont contradictoires avec d'autres objectifs primordiaux. Et puis, on va regarder la cohérence des solutions vis-à-vis des horizons temporels considérés, parce que là, une des subtilités ou des spécificités cette réflexion, de ce plan de gestion de risque, c'est qu'on travaille à des horizons qui sont un petit peu plus lointains que d'habitude. Donc, on va raisonner 2030, 2050. Donc, il faut vraiment réfléchir aux actions qui sont les plus pertinentes vis-à-vis de ces horizons-là et vis-à-vis des risques qu'on a identifiés. Donc ça, c'est un élément assez différenciant par rapport on va dire au référentiel de gestion de risque plus classique. Voilà, les petits enjeux techniques très rapidement sur le sujet. Voilà ce que je voulais vous partager sur Okara aujourd'hui. Je ne sais pas au niveau du timing où on se situe. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Violaine, et merci beaucoup, François. Avant, c'est parfait. Le timing est parfait. Alors, on a quelques petites questions. Je vais essayer de les grouper en parlant d'abord des questions plus pratico-pratique, donc l'accès à la méthodologie OCARA ou la méthodologie OCARA PME est libre de droit. Vous pouvez télécharger, comme l'a présenté Violaine, la méthode, les outils mis à disposition, le fichier Excel et une explication de la méthodologie. Donc pour OCARA, c'est sur le site de Carbone 4. Pour OCARA PME, qui est la version simplifiée, c'est sur le site de l'ADEME. On a mis les liens dans le chat. Une question, et là, j'ai pas la réponse de façon plus précise. Est-ce que dans le fichier Excel, il y a une présente, est-ce qu'il y a un fichier pré-rempli avec l'exemple de ce que donnerait le fichier une fois qu'il serait rempli par une PME? Est-ce qu'il y a Oui. un exemple type? C'est une bonne question. Alors, dans le guide OCARA pour PME, il y a une étude de cas et on voit justement des captures d'écran en fait, de l'Excel renseigné. Donc, ça, on peut le suivre dans le guide. Par contre, l'Excel en tant que tel, non, il n'est pas pré-rempli pour une étude de cas. Mais c'est un bon point, ce serait une bonne idée. Ouais. Parfait. Il y avait aussi une question concernant l'actualisation de la méthode. Donc, Okara PME, elle est présentée pour la France métropolitaine. On sait que dans cette année ou l'année prochaine, Météo France va présenter un focus sur les Outre-mer et donc avec les données climatiques pour les Outre-mer. Est-ce que la méthode sera actualisée? C'est peut-être aussi une question pour François. C'est plus pour François, ça, je pense. L'objectif de la méthode, et notamment pour Okara PME, c'est de se baser sur les premiers retours et d'être dans une démarche d'amélioration continue de l'outil. Et donc, ça implique aussi le fait d'intégrer les nouvelles données, les nouveaux jeux qui pourraient être disponibles sur Drias. Merci. Alors ensuite, on avait des questions qui concernaient plus le périmètre de l'étude. Comment la biodiversité est-elle prise en compte?
que ça soit en amont, est-ce que ça fait partie des critères que l'on prend en compte quand on fait l'analyse de vulnérabilité? Après, sur la partie solution, évidemment, comme le notait François, les solutions fondées sur la nature sont des solutions d'adaptation préconisées et sont proposées. Mais est-ce qu'on fait une analyse dans la partie vulnérabilité? Est-ce qu'on intègre la biodiversité? Alors, oui, donc vous l'avez bien dit, Hélène, dans la partie plan d'action, on va regarder si les actions peuvent avoir des co-bénéfices sur la biodiversité notamment. Donc, c'est une manière de le prendre en compte à minima. Et on va chercher effectivement, hein, ça fait partie des recommandations qu'on pousse. Maintenant, je pense que tout le monde le fait, hein, les solutions fondées sur la nature. Donc ça, oui, à la fin. Comme pour le carbone d'ailleurs, hein, on va regarder s'il y a des co-bénéfices ou en tout cas si c'est pas en contradiction à minima avec des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et par contre, en amont, donc dans la phase de diagnostic, parmi les aléas climatiques qu'on va regarder, vous savez, il y a des aléas dits primaires purement climatiques, et il y a des aléas dits secondaires où on va combiner ça avec d'autres informations. Et donc, nous, on avait proposé de regarder l'évolution effectivement de la faune et de la flore, concrètement. Mais ça reste un peu vague quand on dit ça. En fait, il faudrait faire une analyse beaucoup plus fine sur tous les risques de changement de la biodiversité, enfin de la répartition et des espèces en amont. Donc, en fait, le cadre CARA, le cadre méthodologique pourrait s'appliquer, en fait, hein, ce que je dis souvent, à n'importe quelle thématique. Là, on a choisi de regarder des aléas climatiques, parce que c'est notre sujet, mais on pourrait regarder des aléas, entre guillemets, de biodiversité ou des aléas de transition. Donc, par exemple, la survenue d'une taxe carbone, et puis on appliquerait en fait le même cadre méthodologique au CARA pour parvenir à un diagnostic de résilience vis-à-vis de ces aléas-là. Donc ça, nous, on le teste, nous, en interne, hein, chez Carbone 4, on essaie de voir justement, enfin, d'ailleurs, ça marche bien, hein, sur la transition, donc d'utiliser la même cadre méthodologique pour les aléas de transition. Et donc biodiversité, je pense que ça se ferait. Non, c'est intéressant effectivement d'utiliser la méthode et de voir comment on peut l'appliquer à d'autres thématiques. Alors justement sur le périmètre, c'est vrai que quand on présente la méthode, on pense souvent à un cadre industriel. Est-ce que ça s'applique facilement à d'autres secteurs, spécifiquement donc, dans le chat, les questions qui nous sont posées, c'est sur les institutions financières et sur le secteur agricole. Alors, la méthode, elle s'applique vraiment à n'importe quel type, alors j'ai envie de dire, d'organisation. Que ce soit public ou privé, même une collectivité, en fait, pourrait se questionner sur la résilience des services qu'elle rend dans le cadre de son champ de compétences. Par exemple, une collectivité voudrait se questionner sur sa capacité à continuer à faire tourner la cantine scolaire de son établissement sur la commune, etc. Elle pourrait se questionner là-dessus, elle pourrait utiliser Okara pour questionner la résilience de ses services. Donc ça, c'est le premier élément. C'est juste que le vocabulaire qui est utilisé aujourd'hui dans le CARA, c'est plus un vocabulaire adapté aux entreprises, puisqu'on va parler de chaîne de valeur, et ça parle peut-être moins aux collectivités. Mais sur le fond, ça pourrait s'appliquer. Ensuite, pour les entreprises, ça s'applique à n'importe quel type de secteur d'activité. Alors c'est vrai que c'est particulièrement pertinent pour des entreprises qui ont des flux physiques, mais on peut l'appliquer à des entreprises de secteur tertiaire. C'est juste qu'il y aurait peut-être moins de choses à dire et moins de risques, en fait, en direct. Et donc, pour une institution financière, par exemple, les risques, ils sont quand même principalement sur le portefeuille d'actifs. Et donc, là, ça mérite une approche un petit peu différente que nous, on propose à Carbone 4. Hein, on a d'autres méthodes pour traiter les risques sur les portefeuilles d'actifs. Des questions sur les données qui sont utilisées. Y a-t-il une liste de sources officielles de portails de données pour les projections et scénarios? Est-il prévu d'avoir des guides sectoriels dans le futur? Donc effectivement, vous avez mentionné le portail de référence qui est le portail de Météo France DRIAS, les futurs du climat.
qui permet notamment, puisqu'il a été actualisé avec les données et les scénarios de la track, donc qui sont celles qui sont recommandées dans le cadre de la sortie du PNAC 3, ce qui n'empêche pas effectivement de faire des scénarios avec, sur des trajectoires encore plus conservatrices. Si on le souhaite. Est-ce que, et je pose aussi la question à François, parce qu'on connaît un certain nombre de portails qui peuvent être utilisés, est-ce qu'il y a un endroit où on a répertorié ces portails spécifiques de données pour être utilisés dans le cadre de cette méthode? Alors, peut-être François, je peux répondre juste pour le Okara pour PME, où justement on a cherché à construire une méthode plus clé en main que la première version d'Okara. Et ça, on a pu le faire parce qu'on se focalisait sur la France métropolitaine, où les données sont effectivement, pour la plupart, consolidées sur le portail DRIAS. Donc, on a pu y faire référence. Et donc, dans la méthode Okara pour PME, dans l'Excel notamment, vous avez pour chaque aléa climatique une recommandation d'indicateur climatique à utiliser et un guide pour aller chercher cette donnée climatique sur le portail DRIAS. Alors, il n'y a pas que le portail DRIAS, il y en a d'autres, mais voilà, elles sont vraiment toutes listées. Et c'est pour ça qu'on dit que l'outil Okara pour PME, il est destiné aux entreprises de France métropolitaine parce que ce travail d'identification des indicateurs, il a été vraiment fait sur ce périmètre-là. Parfait. J'allais évoquer le portail DRIAS aussi. Et ce que j'ai pas évoqué, c'est le centre de ressources sur l'adaptation au changement climatique. Que vous soyez entreprise ou collectivité, n'hésitez pas à aller dessus. Et il me semble qu'il fait un focus aussi sur les données. Je mets ça dans le chat. Mm. Parfait. On arrive. Ah, on l'a mis en même temps, François. Euh, on arrive à la fin de notre séquence.